L'Italie en plein désarroi, Aldo Moro suicidé par les Brigades Rouges, il ne manque que les preuves. Raymond Barre devant la nouvelle Assemblée, une politique et peut-être un vote pour un début de législature. Les ouvriers des pays de l'Est réclament des droits véritables. Pour la première fois, les 4 grands syndicats sont d'accord pour condamner la répression des travailleurs à l'Est. René Vignal, libre après 8 ans de détention, un nouveau départ. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce moment même, alors que la nuit tombe sur l'Italie, des centaines de carabiniers sondent un petit lac du centre du pays, un lac difficilement accessible à 1600, 1800 mètres d'altitude même, et sous la neige, pour essayer de savoir si, oui ou non, Aldo Moro est mort. Les Brigades Rouges n'auront épargné aucun suspense dans ce tragique feuilleton de l'enlèvement du président de la démocratie chrétienne. À l'heure du déjeuner, nous découvrions en effet l'existence d'un 7e communiqué des terroristes. Communiqué lapidaire que je vous lis dans son ensemble. Aujourd'hui, 18 avril, se termine la période dictatoriale de la démocratie chrétienne. Nous informons à cette occasion de l'exécution de M. Aldo Moro, par suicide. Son cadavre est immergé dans le lac de la Duchesse, le lac que vous avez vu à l'instant. C'est le début, dit toujours le communiqué, le début d'une longue série de suicides qui ne doivent pas être la seule prérogative du groupe Baader-Meinhof. Vous avez bien entendu, exécuté par suicide. L'expression est atroce. Reste à confirmer bien sûr ce message dont l'authenticité a été prouvée. Alors le récit de cette journée d'angoisse, Claude Carré. Ce matin pourtant, il y avait un espoir. Un repère des Brigades Rouges était découvert fortuitement dans ce petit immeuble de la Via Cassia, à 10 km de l'endroit où M. Moro a été enlevé. La cage contenait un véritable arsenal, une radio et la machine à écrire qui a servi au tract des Brigades Rouges. Mais cet immeuble n'aurait pas été la prison d'Aldo Moro. Ce matin, lorsque les policiers interviennent, c'est trop tard. Le commando s'est enfui, insaisissable, depuis un mois. Depuis le 16 mars dernier, lorsqu'à 9 h du matin, en sortant de chez lui, Aldo Moro, 62 ans, président de la démocratie chrétienne, est enlevé par un commando des Brigades Rouges. Les 5 gardes du corps du président sont tués sur le coup, froidement. Le même jour, le gouvernement démocrate chrétien de M. Andreotti reçoit l'investiture. Pour la première fois, le Parti communiste entre dans la majorité. Aldo Moro avait été l'artisan de ce rapprochement. Aussitôt, des mesures exceptionnelles de sécurité compatibles avec la légalité sont prises par les 5 partis de la majorité. Des milliers de policiers quadrillent Rome et se lancent dans une extraordinaire chasse à l'homme, mais sans résultat. 2 jours plus tard, les Brigades Rouges revendiquent l'enlèvement et font parvenir une photo d'Aldo Moro. Il y aura ensuite 6 communiqués des Brigades Rouges avec des lettres de M. Moro échelonnées sur un mois. Ils annoncent ces communiqués que M. Aldo Moro est jugé par un tribunal du peuple, qu'il fait des révélations, puis il y a 3 jours qu'il a été condamné à mort. Pendant ce temps se poursuit à Turin, depuis le 20 mars, le procès contre 15 des chefs historiques des Brigades Rouges dont la libération a été demandée par le commando qui a enlevé Aldo Moro. Des attentats ponctuent ce procès et l'attente fiévreuse des Italiens. Mais le gouvernement, malgré les déchirements des uns et des autres, malgré les appels du pape aux ravisseurs, malgré les demandes de négociation pour raisons humanitaires de certains journaux, le gouvernement reste ferme, pas de négociation. Et ce matin donc, un tract, le 7e des Brigades Rouges, indique qu'Aldo Moro a été exécuté par suicide et que son cadavre se trouve au fond du lac Duchessa, à 100 km de Rome. Oui, vous avez vu le Parlement italien, je vous laisse imaginer la fébrilité des Romains et des Italiens d'une façon générale, surtout dans les milieux politiques complètement désorganisés par ces péripéties, agités à la manière de marionnettes par les Brigades Rouges. Au siège de la démocratie chrétienne, ce ne sont qu'entrées et sorties avec un certain nombre de visites de réconfort chez Mme Moro. Et à une centaine de mètres de là, Enrico Berlinguer vient de réunir la direction de son parti. Le comité central du PCI avait d'ailleurs suspendu pour ce faire ses travaux. Avec nous maintenant de Turin où sont toujours emprisonnés les membres des Brigades Rouges, jugés depuis un mois, Victor Vraman. Donc, les Brigades Rouges auraient diffusé leur 7e message. Je dis auraient parce que sur ce point, les experts ne sont pas d'accord. D'une part, il est vrai que c'est la même machine à écrire qui a servi à composer ce 7e message et tous les autres messages qui ont précédé. D'un autre côté, on a quand même constaté qu'il s'agissait d'un message très court, composé seulement de 158 lignes, alors que d'habitude, et c'est bien dans le style des Brigades Rouges, on fait des proclamations de foi idéologiques.
Il est dit donc dans ce message que le corps d'Aldo Moro se trouve dans le lac, au fond du lac de la Duchesse, qui se trouve à 45 minutes de Rome. Les carabiniers et les policiers se sont évidemment rendus aussitôt sur place et ils ont constaté une chose, c'est qu'il s'agit d'une zone montagneuse, très difficile d'accès, absolument désertique. Et la police se demande même ce soir comment le corps d'Aldo Moro aurait pu être transporté dans ce lac autrement qu'en hélicoptère. Autre chose, ce lac est encore recouvert de glace. Et là encore, la question se pose, comment a-t-on pu introduire le corps d'Aldo Moro dans un lac qui est recouvert de glace? Alors, ce soir, la police se demande s'il ne s'agit pas tout simplement d'une diversion des Brigades Rouges. Alors, diversion, c'est fort possible. Mais si, pour la police, tout cela n'est pas encore très net, pour la classe politique italienne, pour la classe dirigeante, c'est à peu près une certitude, Aldo Moro a été exécuté. La démocratie chrétienne est en réunion permanente depuis ce matin. Il y avait depuis hier le comité central du Parti communiste italien. Les travaux du comité central ont été suspendus et Enrico Berlinguer a convoqué la direction du Parti communiste italien. Pourquoi? C'est que dès qu'il sera sûr qu'Aldo Moro a été exécuté, il faudra évidemment mobiliser, il faudra organiser des manifestations. Car ce qui est important pour la classe politique italienne, c'est de montrer que les terroristes, les Brigades Rouges, sont complètement isolés du reste de la population italienne. Il faudra le montrer dans la rue, il faudra se mobiliser véritablement. Alors maintenant, qu'est-ce que sont ces prisons du peuple, que sont ces procès dérisoires? Eh bien, écoutez le témoignage d'un des patrons de Fiat, l'un des premiers à avoir été enlevé il y a 5 ans par les Brigades Rouges. Cet homme s'appelle Ettore Amerio. Il a 62 ans. Il a pris sa retraite et il vit dans un petit village près de Turin. Il y a 5 ans, et alors qu'il était chef du personnel du secteur automobile de Fiat, Ettore Amerio a été enlevé par les Brigades Rouges. Lui aussi a été tenu prisonnier dans ce que les Brigades Rouges appellent une prison du peuple, pendant 8 jours. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre lieu de détention, cette fameuse prison du peuple, pour employer l'expression des Brigades Rouges? Era un piccolo, séparé. Eh bien, c'était un garage souterrain divisé en 2 par une cloison. J'avais à ma disposition un peu plus de 3 mètres de long et 1,50 m de large. J'avais un tabouret et une petite table. Les parois étaient recouvertes de polystyrène. Vous m'avez dit que vous avez été photographié. Dans quel but on vous a photographié? J'ai été photographié 3 fois avec un Polaroid. C'est exactement le même système que celui qui a été utilisé pour Aldo Moro. Ces photos étaient destinées à confirmer à la police et à la Fiat que j'étais vivant et que j'étais entre leurs mains. Alors, comment se déroulaient les interrogatoires? Qu'est-ce qu'on vous demandait? Quel genre de questions vous posaient les membres des Brigades Rouges? Il y a eu différentes phases. En tout cas, ils venaient tous les jours avec des cagoules sur la tête, un peu comme le Ku Klux Klan, avec des fentes en face des yeux. Ils m'interrogeaient entre 2 et 4 heures par jour. Au début, ils m'interrogeaient sur le fonctionnement intérieur de Fiat. Ils voulaient savoir s'il y avait un espionnage organisé, s'il y avait une police spéciale pour repérer des membres des Brigades Rouges chez Fiat. Plusieurs sympathisants, 600 peut-être, avaient été licenciés, m'ont dit les terroristes. Oui, il faut dire qu'à l'époque, les Brigades Rouges relâchaient leurs otages. Aujourd'hui, ils les tuent. Alors, dans l'espoir d'une issue moins tragique pour M. Moro, des appels à la clémence continuent à monter d'un peu partout dans le monde. Ne tuez pas, ne tuez plus, écrit le quotidien du Vatican, l'Osservatore Romano. Amnesty International a elle aussi lancé un appel à la non-violence. Jimmy Carter a fait savoir au gouvernement italien qu'il prie, ainsi que tout le peuple américain. Kurt Waldheim, le secrétaire général de l'ONU, lance un nouvel appel désespéré pour la libération de M. Moro. Et Raymond Barre, à l'instant, après avoir rencontré le président de la République en fin d'après-midi, a évoqué le drame italien. J'espère que la vie de M. Moro est épargnée, que la nouvelle n'est pas exacte. En tout cas, c'est tragique pour la démocratie.
Alors à tout moment, évidemment, s'il se passe quelque chose dans ce journal, nous vous en ferons part. Et de toute façon, pour marquer l'événement, toute l'équipe du journal d'Antenne 2 se déplacera cette semaine à Rome et vous présentera une grande partie de nos informations en direct de la capitale italienne. Et puis demain, les journalistes de cette chaîne vous présenteront un document que vous serez les premiers à voir. Un document passionnant sur ce qui se passe au Cambodge. Vous savez que depuis la libération, entre guillemets, de Phnom Penh, il y a 4 ans, nous n'avons jamais pu filmer une seule image de la capitale cambodgienne. Et bien demain soir, dans le cadre de notre magazine, à 21h30, vous pourrez voir un document vraiment exceptionnel qui a été ramené par nos confrères de la télévision yougoslave. Un document qui se passe de commentaires. Je vous laisse simplement voir l'atmosphère lugubre des rues de Phnom Penh, une capitale dont tous les habitants, sans exception, ont été déportés à la campagne par les autorités. Regardez. Donc pas une âme qui vive dans les rues de Phnom Penh. Donc je vous le répète, ne ratez pas ce rendez-vous demain soir sur le Cambodge, 21h30. Les affaires françaises maintenant. 15 jours après son installation officielle, la nouvelle Assemblée nationale n'a commencé ses travaux qu'aujourd'hui avec une série de questions d'actualité posées aux membres du gouvernement. On a remarqué beaucoup de questions de nouveaux députés, 9 en tout, me dit Daniel Brem. Et puis ensuite l'examen du projet de loi qui prévoit une augmentation de la quote-part de la France au FMI, le Fonds monétaire international. Le groupe socialiste a déposé une question préalable à l'encontre de ce projet. Les communistes, eux, ont fait appel à une autre procédure, mais cela ne devrait pas empêcher l'adoption de ce projet de loi dans la nuit. En fait, cette journée n'aura été qu'un apéritif, si je puis dire, pour les députés. Le grand débat, c'est celui de demain sur la politique économique de Raymond Barre, avec toujours cet inconnu. Le gouvernement posera-t-il ou non la question de confiance? Tout laisse indiquer que oui, mais on ne le saura que demain, au sortir du Conseil des ministres. Le Premier ministre est nommé par le Président de la République, mais il est responsable devant l'Assemblée nationale. Celle-ci peut renverser le gouvernement en votant une motion de censure. Le gouvernement lui-même peut engager sa responsabilité devant l'Assemblée. On utilise encore souvent une expression ancienne, le gouvernement, dit-on, pose la question de confiance. Si le gouvernement, à l'occasion d'une déclaration de politique générale, engage sa responsabilité, le débat se termine par un vote auquel tous les députés doivent prendre part. Si les votes négatifs sont plus nombreux que les votes positifs, le gouvernement est amené à démissionner. Si le gouvernement n'engage pas sa responsabilité sur sa déclaration de politique générale, l'opposition peut déposer une motion de censure. Seuls votent les députés qui sont favorables à cette motion et celle-ci est adoptée si elle obtient la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre peut aussi engager sa responsabilité sur le vote d'un texte. Ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est votée. Alors Philippe Sassier a dévoilé ici même hier soir une partie des intentions de M. Barre, mais il nous faut maintenant savoir quels sont les moyens qui seront à sa disposition. Car pour la première fois depuis bien longtemps, ce n'est pas un ministère de l'économie et des finances qui va répondre à ses désirs, mais 2 ministères, celui de l'économie et celui du budget. Alors pourquoi ce démantèlement? La réponse est avec Claude. Le véritable pouvoir en France, il est sans doute ici, derrière ces murs. Car dans les bureaux de ces bâtiments, plus chargés d'histoire que vraiment fonctionnels, il y a des hommes très puissants. Ici, rue de Rivoli, et dans les 3000 immeubles en France qui dépendent du ministère, il y a 170 000 fonctionnaires. Ils collectent l'argent, ils réglementent, ils contrôlent. Ils s'occupent de vous, de moi par les impôts bien sûr, mais aussi des commerçants et de toutes les activités des entreprises françaises. Concrètement, ça représentait, disons, quelqu'un qui était juge et partie. Je vous donnerai un exemple. Prenez un caissier dans une entreprise. Imaginez ce caissier qui aurait petit à petit débordé sur ses prérogatives et qui aurait finalement atteint le grade où il assumerait la direction générale d'une entreprise.
C'est un petit peu, grossièrement, ce qui s'est passé avec le ministère des Finances. Dans quel domaine vous avez affaire à lui? Bien finalement, dans des domaines un petit peu inattendus. Nous avons affaire à lui, par exemple, nous exportons. Notre entreprise exporte à peu près 50% de son chiffre d'affaires. On pourrait s'imaginer que l'interlocuteur, lorsque nous exportons, soit le ministère du Commerce extérieur. Eh bien non, dans beaucoup de cas, nous avons affaire au ministère de l'Économie et des Finances, car le ministère de l'Économie et des Finances tient les cordons de la bourse et donc détermine les crédits qui seront faits à l'exportation, et c'est donc avec lui qu'on négocie fréquemment. Les entreprises ne sont qu'un exemple. Le pouvoir de la rue de Rivoli est tentaculaire. Cela va des impôts au service de la loterie nationale, en passant par des domaines aussi divers que la monnaie, les douanes ou encore l'imprimerie nationale. Dorénavant donc, le ministère sera coupé en deux. D'un côté, René Monory, ministre de l'économie, il aura en quelque sorte la conception. De l'autre côté, ce sera la gestion avec Maurice Papon, ministre du budget. Est-ce une révolution? Il est sûrement trop tôt pour le dire, car cela dépendra de la volonté politique de faire aboutir la réforme, mais aussi de la résistance de l'administration elle-même. C'est une réforme en tout cas bien accueillie par les chefs d'entreprise. Il faudrait que le ministère de l'Économie et des Finances, ou le ministère maintenant du Budget, puisse déterminer les grandes lignes de l'économie et du développement industriel de la France. Et aux chefs d'entreprise d'assumer leurs propres responsabilités et de gérer librement leurs entreprises. Cela sera d'autant plus facile que nous retrouverions la liberté des prix qui nous a été confisquée il y a bientôt 30 ans. L'accueil plutôt favorable des entreprises tient peut-être plus à la personnalité du ministre de l'économie. René Monory, ancien chef d'entreprise lui-même, n'a jamais caché sa préférence pour la liberté des prix. En tout cas, cette réforme devrait, si elle est effective, lever une des ambiguïtés de la politique française, celle qui rendait parfois le ministre des Finances plus puissant que le Premier ministre lui-même. Et puis je vous indique que tout le débat de politique générale du gouvernement sera retransmis en direct sur cette chaîne, donc demain après-midi. Le syndicat libre des travailleurs du RSS, en lisant ce sigle, on croit rêver. Et pourtant, un certain nombre d'ouvriers soviétiques essaient de tout faire pour lui donner une existence. À Paris ce matin, 4 ouvriers des pays de l'Est ont voulu dénoncer les entraves à la liberté syndicale qu'ils subissent dans leur pays. 3 d'entre eux ont été expulsés ou ont dû s'exiler. Le 4e a bénéficié d'un visa et compte revenir prochainement en Roumanie. Et pour la première fois depuis bien longtemps, on a vu les 4 principaux syndicats français côte à côte, la CGT, la CFDT, Force ouvrière et la FEN, côte à côte donc, pour apporter leur soutien à ces travailleurs. Quelles sont les répressions? Ils sont variés comme le mouvement ouvrier même, comme la situation dans ce pays. Probablement la plus dangereuse situation est en Union soviétique, où on ferme les gens dans les prisons psychiatriques. Ce qui est très inquiétant, que c'est la nouvelle forme de répression. Par exemple, en Pologne, les autorités profitent des expériences de l'Argentine et du Brésil et utilisent méthode gangster de plusieurs ouvriers membres de ce mouvement ont été battus les dernières semaines en Pologne. Voilà, la situation est quand même pire en Tchécoslovaquie ou en Roumanie, où le mouvement n'est pas aussi puissant qu'en Pologne. Là-bas, on met dans les prisons, on expulse du travail. C'est en Tchécoslovaquie surtout ces 4. Monsieur Paraschivy, vous avez annoncé votre intention de retourner en Roumanie. Quels sont les risques que vous courez? Le camarade Ceausescu a déclaré qu'on ne pouvait pas résoudre les problèmes en fuyant de son pays, mais en y restant pour contribuer tous ensemble à l'édification d'une vie meilleure pour tous. Alors, serais-je au nom de nouveau victime de la répression? C'est justement la réponse à cette question qui informera l'opinion publique mondiale sur la manière dont notre président tient ses engagements. En bref, toujours à l'étranger, fin de l'examen de conscience de Jimmy Carter à l'occasion du séminaire de Camp David, avec cette étonnante confession rapportée par le porte-parole de la Maison-Blanche. Le président Carter n'a pas exercé pleinement ses pouvoirs, mais nous allons mieux faire les choses. Je vous rappelle que le président américain était très inquiet de la baisse de sa popularité. Suite du voyage de Kurt Waldheim au Proche-Orient, le secrétaire général de l'ONU a passé la journée au sud-Liban. Le gouvernement libanais lui a demandé plus de casques bleus dans cette région tampon.
Et puis à partir de demain, un congrès qui devrait être passionnant en Espagne, celui du Parti communiste. Là-bas, comme ici, plusieurs tendances s'affrontent, mais les proportions de la contestation sont beaucoup plus grandes de l'autre côté des Pyrénées. Beaucoup de militants reprochent en effet à Santiago Carrillo l'abandon de certains dogmes du Parti communiste. Un cop fet aquest treball, que no ha estat fàcil pel tipus de configuració de les delegacions. Barcelone, les Catalans préparent leur participation au congrès du Parti communiste espagnol. Santiago Carrillo écoute parler la base et dans ce débat qui se déroule au grand jour, on s'aperçoit vite que Carrillo, le pape de l'eurocommunisme, ne fait pas l'unanimité. Propose-t-il d'abandonner le terme léninisme dans les statuts du parti, de ne plus accepter d'autres figures de proue que celles du marxisme, et donc de faire concorder les statuts avec la réalité eurocommuniste du PCE, les militants s'entre-déchirent sans avoir peur de révéler leurs contradictions, et le non, bien souvent, l'emporte sur le oui. Mon opinion personnelle, c'est que c'est en contradiction. Il y a des camarades qui estiment le contraire. Bon, on discute et le Congrès va décider. C'est une péripétie pour vous? Mais c'est une péripétie parmi beaucoup de péripéties que j'ai passées dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que le secrétaire général du Parti communiste espagnol est aujourd'hui contesté par sa base? Il est évident qu'il y a une partie de notre parti qui conteste mes positions, ça c'est évident. Et vous vous y attendiez? Je m'attendais, oui, et j'ai posé ces questions en sachant très bien que ça allait provoquer une grande discussion et une contestation d'une partie de mon parti, mais parce que je croyais que c'était nécessaire. Peut-être l'histoire se souviendra-t-elle de ce congrès comme de celui qui pour la première fois s'est préparé en pleine lumière, démocratiquement dit-on ici. Mais aujourd'hui, l'Espagne ne voit en lui que le congrès de la contestation, du dedans et du dehors. Jorge Semprún, l'ancien militant, envoyé spécial de Carrillo en Espagne au moment de la clandestinité, exclu du parti en 1964, a délaissé quelque temps son œuvre de scénariste pour publier ses mémoires de militant. Mémoires qui placent Santiago Carrillo en position d'accusé. Je crois qu'on ne peut pas, d'une façon, je ne parle pas même pas de morale, qu'on ne peut pas politiquement se présenter en champion de l'eurocommunisme et de la rénovation démocratique du monde communiste si on ne fait pas ce même travail dans la mémoire et dans l'histoire du parti qu'on représente. Vous reprochez un peu à Carrillo d'avoir oublié qu'il a été staliniste. Je lui reproche non pas seulement d'avoir oublié, mais de prétendre le contraire. Vous dites qu'il n'est plus marxiste. Le Parti communiste espagnol est en train d'abandonner le terme léninisme, difficilement, mais en train quand même. Oui. Qu'est-ce qui reste d'un parti communiste qui n'est plus marxiste ni léniniste? Il reste la vérité du Parti communiste d'Espagne tel que se dessine son avenir, dans la mesure où je crois que les thèses de Carrillo finiront par s'imposer dans le parti. Je crois qu'il n'y a pas la possibilité aujourd'hui qu'il soit, si vous voulez, renversé, disons, ou que ces thèses soient battues au Congrès. Il reste un grand parti social-démocrate de type nouveau. Contesté à Moscou et à Madrid, un an après sa légalisation, alors pourtant que la gauche espagnole recouvre chaque jour un peu plus sa place, c'est le Congrès du doute que le PCE s'apprête à tenir. Remise pour la première fois il y a quelques heures du prix de la Fondation Émeric Simon Laurière à la mémoire de l'ancien jeune député du Var. Le prix a été attribué au laboratoire de recherche pour la réinsertion professionnelle des handicapés à Paris. Des statistiques qui font froid dans le dos, publiées par le ministère de l'Intérieur pour l'année 1976, près de 2 millions de crimes et délits en tout genre. Là-dessus, plus de 16 000 affaires de mœurs, dont 1500 viols. Les statistiques, donc, je vous le déclare, sont d'il y a 2 ans, de 1976. La fiancée canadienne de Jacques Messrine, interpellée hier à Paris, en plein palais de justice, bravant les lois françaises qui l'avaient expulsée à la suite d'une condamnation à 20 ans de prison. Elle voulait un permis de communiquer pour revoir son ami. Et vous voyez, là, l'amour était plus fort que la liberté. Et à l'inverse, une affaire qui se finit bien, en tout cas provisoirement, celle de René Vignal. Tous les sportifs ont relevé l'oreille. Il s'agit bien de l'ancien gardien de but de l'équipe de France, condamné à 15 ans de réclusion pour des hold-up et mis en liberté conditionnelle depuis ce matin, après 8 ans de détention. Dans sa prison, René Vignal, vous le voyez ici, entraînait l'équipe de foot des détenus. Ces images, il va essayer de les oublier.
Il a retrouvé la liberté aujourd'hui à 7 heures, dans le matin gris et pluvieux de la Haute-Garonne. René Vignal, ce n'était pas un détenu comme les autres. Et s'il faut bien rappeler aujourd'hui ce qui l'a conduit en cellule, on ne peut oublier l'idole qu'il était pour des millions de Français passionnés de football. Gardien de but de l'équipe de France, 17 fois sélectionné, René Vignal était surnommé le Gaulle volant dans le monde entier. Hélas, quand une mauvaise fracture sonne pour lui l'heure de la retraite, il ne réussit pas sa reconversion. De champion, il devient gangster. Avec sa bande, baptisée le Gang des Pères de Famille, il commet 27 hold-up de 69 à 71. Il y a 2 ans, Roger Coudert l'avait rencontré en prison. Vignal, à plus de 50 ans, avait alors regretté sa déchéance. Le sport m'avait beaucoup donné, mais aussi il m'a pris beaucoup. C'est-à-dire qu'à l'âge de 27-28 ans, lorsque j'étais au sommet de ma gloire sportive, il m'est arrivé des pépins familiaux lorsque j'ai divorcé. Et puis après, j'ai été blessé, et c'est là que tout est parti, quoi. Et alors, comme j'avais un peu d'argent, j'ai commencé à fréquenter les bars, et ça a été l'escalade. Est-ce que vous vous sentez maintenant guéri, lavé, René Vignal? Bien, moi, oui, je crois que pour moi, c'est terminé. D'abord, parce que je suis conscient que j'ai porté un préjudice moral au mien extraordinaire. Et je serais vraiment un sale mec si un jour je remontais à faire des bêtises, parce que j'ai agi vraiment en égoïste. Et en plus de ça, je soutiens ma famille qui m'aime énormément, qui me soutient comme on peut soutenir rarement des gars. Alors je crois que vraiment pour moi c'est terminé. Et puis quand même aussi, il ne faut pas oublier que j'ai maintenant 50 ans, que je ne sais pas quand je vais sortir, mais après je ne serai plus un tout jeune homme et que je n'ai plus le droit de faire des conneries, quoi. On paye une excuse d'expression. Vous vous sentez lavé, parce que vous me disiez, lorsque je suis rentré en prison, je me sentais le visage sale. Bien sûr, mais je crois que on peut avoir honte d'avoir le visage sale, mais on peut avoir encore beaucoup plus honte si on garde le visage sale. C'était il y a 2 ans. René Vignal est donc aujourd'hui libéré conditionnellement. Un mot encore sur la marée noire avant de conclure. Plusieurs nappes menacent maintenant l'île de Sein, mais comme je vous le disais hier soir, les vents se sont orientés au secteur sud-ouest et ont tendance à éloigner la marée noire des côtes du Nord et du Finistère. Ces vents continueront d'ailleurs à souffler dans la même direction demain. Reste aussi le problème du stockage. On entrepose un peu partout et surtout un peu n'importe comment tous ces résidus mazoutés, et une réunion aura lieu demain à Paris pour trouver une solution à ce problème. La météo maintenant pour le reste du pays, une météo assez pessimiste qui prévoit un temps très nuageux sur la majeure partie du pays, des pluies modérées sur le nord-est et des averses accompagnées de neige et d'orage sur le sud-est. Sur la moitié ouest du pays maintenant, alternance d'averses et d'éclaircies. Avant de vous quitter, je crois qu'il faut faire un point très rapide sur les recherches dans l'affaire Aldo Moro. Elles viennent d'être interrompues puisqu'elles n'ont donné aucun résultat. Elles ont été interrompues en raison de l'obscurité qui règne dans la partie montagneuse où l'on cherche le col d'Aldo Moro. Et les enquêteurs pensent à une diversion possible de la part des Brigades Rouges. Bien, de toute façon, donc, davantage de nouvelles après les dossiers de l'écran, vers 23h30 avec Gérard Rolls qui vous présentera la dernière édition. Il est temps pour moi de prendre congé maintenant. Je vous retrouverai demain avec plaisir. Bonsoir à tous.